Je regardais la télé quand mon fils a crié « Éteins la télé! Je ne garderai pas une vieille garce à la maison !» Sa femme riait, mais c'est moi qui ai ri quand je lui ai montré ce que je possédais. Ces mots, ces insultes, ce moment où tout a basculé. Je m'en souviendrai jusqu'à mon dernier souffle. Je m'appelle Colette Moreau, j'ai 67 ans et jusqu'à récemment, j'étais devenue une ombre dans ma propre maison. Une silhouette effacée qui se déplaçait le long des murs de cet hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, où j'avais pourtant vécu pendant plus de 40 ans avec mon mari Bernard. Ce jour-là, en janvier dernier, le froid qui régnait dans mon cœur dépassait largement celui qui enveloppait Paris. Laissez-moi vous raconter comment on peut, en quelques mois, passer du statut de maîtresse de maison respectée à celui d'intruse indésirable sous son propre toit. Après la mort soudaine de Bernard, terrassé par une crise cardiaque un dimanche matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner sur la terrasse, mon monde s'est effondré. 45 ans de vie commune, évaporés en un instant. Le vide qu'il a laissé était abyssal, un gouffre noir où je me suis sentie tomber pendant des semaines. C'est dans cette période de vulnérabilité extrême que mon fils Thomas et sa femme Sylvie ont fait leur proposition. Ils étaient dans la salle à manger après les funérailles. Thomas a posé sa main sur la mienne, ses yeux reflétant ce que je croyais sincèrement être de l'inquiétude filiale. « Maman » a-t-il dit avec cette voix douce qu'il prenait autrefois pour me demander une faveur. « Sylvie et moi avons discuté. Cette maison est beaucoup trop grande pour toi toute seule. Pourquoi ne pas nous installer ici? Comme ça, nous pourrons prendre soin de toi. » À ce moment-là, la perspective de ne pas affronter seule les nuits interminables dans cette grande maison vide m'a semblé être un cadeau du ciel. Les draps froids du côté où Bernard dormait, le silence assourdissant qui avait remplacé sa respiration régulière, sa présence rassurante, tout cela était devenu insupportable. « Ce serait merveilleux », ai-je répondu, sentant pour la première fois depuis des semaines une étincelle d'espoir. Ils se sont installés dès le week-end suivant avec leurs valises, leurs cartons, leurs meubles. Ils ont pris la chambre d'amis du premier étage, celle qui donne sur le jardin. Thomas a dit que ce serait mieux ainsi pour que je n'ai pas à monter et descendre les escaliers. Sur le moment, j'ai interprété cela comme une attention touchante. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas étaient subtils, presque imperceptibles. De petits changements dans la routine de la maison. Le petit déjeuner que je servais toujours à 7 heures a été déplacé à 9 heures parce que Sylvie avait besoin de dormir plus longtemps. Le déjeuner que nous prenions toujours dans la salle à manger formelle était désormais servi dans la cuisine parce que cela donnait moins de travail. Mes émissions de télévision que je regardais dans le salon l'après-midi ont commencé à être interrompues parce que Sylvie avait besoin d'utiliser l'espace pour recevoir ses amis. Je me souviens précisément du jour où j'ai compris que je n'étais plus chez moi, mais chez eux. C'était environ 3 semaines après leur emménagement. Je suis descendue pour le petit déjeuner et j'ai trouvé la table de la cuisine pleine de personnes que je connaissais à peine. Des collègues de travail de Sylvie qu'elle avait invitées pour un brunch dominical. « Ah, Colette, vous êtes réveillée ?» a-t-elle dit avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je vous ai préparé une assiette pour que vous mangiez dans votre chambre. Vous serez plus à l'aise comme ça, n'est-ce pas ?» J'ai pris l'assiette qu'elle me tendait, un minuscule sandwich et une tasse de café tiède, et je suis retournée dans ma chambre, me sentant comme une étrangère dans la maison que j'avais moi-même décorée, dans les pièces où j'avais élevé mon fils, entre les murs qui avaient été témoins de décennies de ma vie. À partir de ce moment, les choses n'ont fait qu'empirer. Thomas, qui avait toujours été un enfant doux, a commencé à montrer un côté que je n'avais jamais vu auparavant, ou peut-être que je n'avais jamais voulu voir. Son ton est passé de patient à irrité. Les questions sur mon bien-être se sont transformées en critiques sur ce que je faisais. « Maman, tu ne penses pas que tu prends trop de poids? Tous ces sucreries ne te font pas de bien. Maman, pourquoi laisses-tu la télévision allumée toute la journée? La facture d'électricité est très élevée. Maman, as-tu vraiment besoin d'autant de vêtements? Ton armoire est un vrai chaos. » Chaque commentaire était comme une aiguille, petite et fine, qui pénétrait ma peau et y restait, douloureuse. Et le pire, j'ai commencé à les croire. J'ai commencé à me voir à travers les yeux de mon fils et de sa femme, une vieille inutile, un fardeau, quelqu'un qui devait être toléré. Pendant ce temps, les affaires concernant le testament de Bernard suivaient leur cours. Mon mari avait toujours été très discret concernant nos finances.
Il s'occupait des affaires, je m'occupais de la maison. Nous nous faisions suffisamment confiance pour ne pas avoir besoin d'entrer dans les détails. Je savais que nous avions une vie confortable, que ces entreprises marchaient bien, que nous avions des économies. Mais les détails exacts, les chiffres, les investissements, tout cela était son domaine. « Ne t'inquiète pas, Colette », disait-il quand je posais des questions sur l'argent. « Tout est en ordre. Si un jour je ne suis plus là, toi et Thomas seraient bien pris en charge. » J'avais confiance en lui. J'ai toujours eu confiance. Mais maintenant, veuve et apparemment à la merci de mon propre fils, j'ai commencé à m'inquiéter. Et si Bernard n'avait pas tout organisé comme il l'avait promis? Et si l'argent venait à manquer? Où irais-je? Maître Beaumont venait me voir périodiquement pour m'informer de l'avancement du testament. Nous prenions toujours rendez-vous quand Thomas et Sylvie n'étaient pas à la maison. Non pas que je voulais leur cacher quoi que ce soit, mais les visites de l'avocat étaient l'un des rares moments où je me sentais connectée à Bernard, à la vie que nous avions partagée. « Le processus avance normalement, Madame Moreau », me disait-il à chaque visite. « Votre mari était un homme très méticuleux. Tout est bien documenté, mais la bureaucratie a ses délais. Le temps. Ce maître impitoyable qui n'attend personne. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et chaque jour qui passait, le traitement que je recevais dans ma propre maison empirait. J'ai commencé à remarquer que mes objets personnels disparaissaient. D'abord, ce fut un cadre avec une photo de Bernard et moi jeunes qui avait toujours été sur la petite table du salon. Ensuite, les livres de ma bibliothèque dans le bureau ont été remplacés par des objets de décoration modernes que Sylvie rapportait. Mon jardin, que j'entretenais avec tant d'amour, a été confié à un jardinier engagé par eux parce que Madame n'a plus l'âge de s'exposer au soleil. Mon espace physique diminuait dans la même proportion que mon espace émotionnel. J'ai commencé à me replier de plus en plus sur moi-même. Je passais des heures dans ma chambre, regardant d'anciens albums photos, me remémorant la vie que j'avais eue, la personne que j'étais. La nuit, je pleurais silencieusement pour ne pas déranger, pour ne pas leur donner une raison de plus de se plaindre de la vieille pleurnicharde. C'est à cette époque que Thomas a commencé à parler de vendre la maison. Nous dînions, ou plutôt, j'étais assise à table en les observant manger, car mon appétit avait considérablement diminué. « Maman, j'ai réfléchi », a-t-il commencé, avec ce même ton de voix manipulateur. « Cette maison est trop grande pour nous. Elle demande beaucoup d'entretien. Je pense que nous devrions la vendre et acheter quelque chose de plus petit, plus moderne. Un appartement peut-être. » J'ai eu l'impression qu'on me donnait une gifle. Vendre la maison? La maison où Bernard et moi avions élevé notre fils, où nous avions célébré des anniversaires, des Noëls, où nous avions planté chaque arbre du jardin, où nous avions vécu toute une vie d'amour. Mais c'est notre maison, fut tout ce que je pus dire, la voix entrecoupée. Ce n'est qu'une maison, maman, répondit Thomas, sans même lever les yeux de son assiette, et elle vaut beaucoup d'argent. Nous pouvons utiliser ce qui restera de la vente pour investir, garantir ton avenir. Je veux dire, ton avenir. Le petit lapsus n'est pas passé inaperçu. Notre, voilà ce qu'il voulait. Ma maison, mon argent, ma vie, tout pour eux. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. J'ai pleuré pour Bernard, pour son absence, pour la façon dont la vie avait changé. J'ai pleuré pour l'enfant doux que mon fils avait été et pour l'homme cruel qu'il était devenu. J'ai pleuré pour moi-même, pour la femme forte que j'avais été autrefois et pour l'ombre que j'étais devenue. Je ne savais pas encore que le lendemain, tout allait changer, que les mots cruels de mon fils seraient le catalyseur d'une transformation que je n'aurais jamais cru possible. Je ne savais pas que Maître Beaumont allait sonner à ma porte avec des nouvelles qui bouleverseraient l'équilibre des pouvoirs dans cette maison. Connaissez-vous Paris? Avez-vous déjà marché le long de la Seine un matin de printemps, senti l'odeur des marrons chauds en automne, observé la tour Eiffel scintiller la nuit? Avez-vous déjà vécu une trahison si profonde qu'elle vous a coupé le souffle? Restez avec moi, car je vais vous raconter comment, à 67 ans, j'ai découvert une force en moi que je ne soupçonnais même pas. Ce matin-là, quand Maître Beaumont est venu me voir, le temps était gris et lourd, comme mon cœur. Paris disparaissait sous un crachin persistant, transformant les toits d'ardoise en miroirs sombres.
J'ignorais encore que cette journée marquerait le début de ma libération. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut revenir en arrière au jour où tout a commencé à basculer. Le décès de Bernard a été brutal. Un dimanche matin de septembre, alors que le soleil caressait encore notre terrasse de ses rayons dorés, il s'est effondré. Sa tasse de café s'est renversée sur la nappe blanche, formant une tache sombre qui s'élargissait, comme le vide qui allait bientôt envahir ma vie. Le médecin a parlé d'un infarctus massif, instantané. Il n'a pas souffert, m'a-t-il dit en posant sa main sur mon épaule. Mais moi, j'allais souffrir chaque jour qui suivrait. Les premiers jours après les funérailles sont restés gravés dans ma mémoire comme une succession d'images floues. Des visages défilant dans le salon, des murmures de condoléances, des plats qui s'accumulaient dans le réfrigérateur sans que je puisse avaler une bouchée. Le noir de ma robe de deuil semblait avoir déteint sur mon âme. C'est dans cette brume de chagrin que Thomas et Sylvie ont fait leur entrée. Ils sont arrivés avec leurs valises Louis Vuitton flambant neuves, leurs cartons soigneusement étiquetés, leurs projets déjà bien établis. Thomas avait cet air affairé qui lui donnait l'impression d'être important. Sylvie, cette élégance calculée qui masquait sa froideur. « Ne t'inquiète de rien, maman », répétait Thomas. « Nous allons tout gérer. » Et ils ont géré, en effet. Ils ont géré ma maison comme si je n'existais pas. Ils ont géré ma vie comme si elle leur appartenait déjà. Les changements ont été subtils au début, comme le sont toujours les manipulations les plus efficaces. Une remarque ici, un soupir là. « Maman, tu as encore laissé la lumière allumée dans le couloir. Maman, ce vase est vraiment démodé. Nous devrions le remplacer. Maman, ton parfum est tellement fort, ça me donne mal à la tête. » Chaque commentaire était comme un petit coup de burin sur une statue, enlevant progressivement des morceaux de ma confiance, de mon identité, de ma place dans cette maison. Je suis devenue de plus en plus petite, de plus en plus silencieuse, essayant de ne pas déranger, de ne pas exister trop bruyamment. Un mois après leur arrivée, ils ont commencé à réorganiser les pièces. Mon salon, où Bernard et moi avions passé tant de soirées à lire près de la cheminée, a été transformé en un espace plus contemporain. Les fauteuils confortables ont été remplacés par des sofas anguleux et inconfortables. Les tableaux de paysages provençaux que nous avions achetés lors de nos voyages ont cédé la place à des œuvres abstraites que Sylvie qualifiait d'audacieuses. Mais j'aimais ces tableaux, ai-je osé protester faiblement un jour en voyant mon préféré, un champ de lavande sous un ciel d'orage, posé contre le mur du couloir. « Oh maman !» a soupiré Thomas avec cette condescendance qu'il avait développée. « Ces peintures sont tellement provinciales. » Sylvie a un ami galeriste qui nous a conseillé ses nouvelles œuvres. Elles vont prendre de la valeur, tu comprends? C'est un investissement. Un investissement dans quoi? Dans leur avenir dans ma maison, dans une vie dont j'étais progressivement effacée. Le jour où ils ont touché à mon jardin a été particulièrement douloureux. Ce jardin était mon refuge, mon sanctuaire. Chaque plante, chaque fleur avait été choisie avec amour par Bernard et moi. Les rosiers grimpants qui encadraient la petite porte en fer forgé avaient été plantés pour nos 20 ans de mariage. Le magnolia au centre avait grandi en même temps que Thomas. Un matin, je suis descendue pour prendre mon petit déjeuner et j'ai vu par la fenêtre un homme en salopette qui arrachait mes rosiers. J'ai couru dehors, ignorant le froid de novembre sur ma peau. « Que faites-vous » ai-je crié, horrifiée. L'homme s'est tourné vers moi, surpris. « Je suis le paysagiste. Madame Sylvie m'a engagée pour moderniser tout ça. Ces rosiers sont malades, apparemment. » Mes rosiers n'étaient pas malades. Ils étaient simplement en dormance, attendant le printemps pour refleurir comme ils le faisaient depuis 2 décennies. Mais déjà, leurs racines s'étaient exposées, leurs branches coupées, leur beauté détruite. Sylvie est apparue, vêtue d'un tailleur impeccable, ses talons claquant sur les pavés du jardin. « Ah, Colette, vous êtes réveillée. Oui, nous avons décidé de rénover le jardin. Ces vieilleries demandaient tellement d'entretien. À votre âge, vous ne pouvez plus vous en occuper correctement. Nous allons créer quelque chose de plus facile à gérer, plus contemporain. À mon âge. » Cette phrase revenait constamment. « À ton âge, tu ne devrais pas monter sur cette échelle. À ton âge, tu ne devrais pas sortir quand il fait si froid. À ton âge, tu devrais manger moins. À ton âge,
Tu devrais parler moins fort, comme si avoir 67 ans me rendait soudain incapable, incompétente, indigne de respect. Dans les semaines qui ont suivi, mon isolement s'est intensifié. Mes amis, qui avaient l'habitude de venir prendre le thé, ont commencé à se heurter à des excuses de plus en plus élaborées. Madame Moreau se repose aujourd'hui. Madame Moreau a pris un léger rhume, mieux vaut ne pas la déranger. Madame Moreau est sortie pour un rendez-vous médical. Je n'avais ni pris de rhume, ni eu de rendez-vous médical. J'étais simplement prisonnière de ma propre maison, pendant que ma belle-fille tissait sa toile autour de moi, m'isolant du monde extérieur. Un jour, Juliette, ma plus ancienne amie, a insisté pour me voir. Nous nous connaissions depuis l'école primaire, avions partagé nos premiers secrets, nos chagrins d'amour, nos joies de jeune mariée, nos inquiétudes de jeune mère. Elle a téléphoné un matin alors que Thomas et Sylvie étaient bien y sortis. « Colette, c'est bien toi ? Enfin, j'ai essayé de te joindre pendant des semaines. Chaque fois, c'est ta belle-fille qui répond et me dit que tu n'es pas disponible. » Sa voix familière a fait surgir des larmes que je retenais depuis trop longtemps. « Juliette, c'est si bon de t'entendre. Qu'est-ce qui se passe, Colette ? Tu as une voix terrible. Tu es malade ? Non, c'est compliqué. Thomas et Sylvie vivent ici maintenant. Et ils te traitent mal, a-t-elle conclu avec cette perspicacité qui avait toujours été la sienne. J'avais des soupçons. Cette Sylvie a un regard qui ne me dit rien qui vaille. Et Thomas ? Eh bien, il a toujours été un peu trop intéressé par l'argent de Bernard, n'est-ce pas ? Je n'avais jamais voulu l'admettre, mais Juliette avait raison. Thomas avait toujours eu cette fascination pour la richesse, ce besoin de paraître, d'impressionner. Bernard l'avait remarqué aussi, mais nous avions mis cela sur le compte de l'ambition juvénile. Nous pensions qu'en vieillissant, il développerait d'autres valeurs. Nous nous étions trompés. « Je vais venir te voir », a déclaré Juliette d'un ton qui n'admettait pas de réplique. « Demain à 3 heures, et je ne partirai pas avant de t'avoir vu. Peu importe ce que ta belle-fille dira. » Elle est venue, comme promis. Mais Sylvie était à la maison, et le scénario que j'avais redouté s'est produit. « Madame Moreau se repose », a déclaré Sylvie en barrant l'entrée de la maison. Elle a eu une matinée difficile. Le médecin a recommandé un repos complet. J'étais derrière la porte de la cuisine, écoutant cet échange, sentant la rage et l'impuissance monter en moi. Mais je n'ai pas osé intervenir. La peur m'avait paralysée. La peur d'être encore plus isolée, encore plus maltraitée si je défiais leur autorité. « Je connais Colette depuis plus de 60 ans, a répliqué Juliette d'une voix glaciale. Et je sais reconnaître un mensonge quand j'en entends un. Dites-lui que je suis passée. Et dites-lui aussi que si je n'ai pas de ses nouvelles d'ici demain, j'irai à la police. » La police. Ce mot a résonné dans mon esprit comme un glas. Était-ce vraiment ce que ma vie était devenue ? Une situation si désespérée qu'une intervention policière pouvait être nécessaire. La honte m'a submergée. Honte d'être devenue si faible, si manipulable. Honte de ne pas pouvoir défendre ma propre maison, ma propre dignité. Cette nuit-là, j'ai pleuré silencieusement dans mon lit, serrant contre moi la photo de Bernard que j'avais réussi à sauver de la purge décorative de Sylvie. « Que ferais-tu à ma place ?» ai-je murmuré à son image souriante. « Comment te battrais-tu » Les jours se sont écoulés, monotones et tristes. Mon monde s'est rétréci jusqu'à se limiter essentiellement à ma chambre, au petit salon où je regardais parfois la télévision quand ils étaient sortis, et à la cuisine où je préparais occasionnellement un thé. Même la salle à manger m'était devenue étrangère, transformée en un espace de réception pour les amis de Sylvie, ces femmes élégantes et froides qui me regardaient comme une curiosité déplaisante quand j'osais m'y aventurer. Et puis, il y a eu cette conversation qui m'a glacé le sang. C'était un soir de décembre, environ 4 mois après la mort de Bernard. Je montais me coucher quand j'ai entendu Thomas et Sylvie qui discutèrent dans le bureau, la porte entr'ouverte. Je ne voulais pas écouter, mais mon nom a attiré mon attention. « Il faut commencer à préparer ta mère à l'idée », disait Sylvie. « Cette maison vaut une fortune. En la vendant, nous pourrions acheter un appartement plus petit pour elle et investir le reste. Ou même quoi ?» a demandé Thomas. « Eh bien, il y a cette maison de retraite à Neuilly dont m'a parlé Véronique. Très haut de gamme, excellents soins médicaux. Ta mère serait bien là-bas. » Une maison de retraite. Il voulait m'envoyer dans une maison de retraite pour pouvoir disposer librement de ma maison,
de l'héritage de Bernard. La nausée m'a submergée. Je me suis accrochée à la rampe de l'escalier pour ne pas tomber. « Je ne sais pas, Sylvie, » a répondu Thomas hésitant. « Elle n'a que 67 ans. Elle est encore en bonne santé. Et puis, il y a le testament de mon père. Nous ne savons pas exactement ce qu'il contient. Maître Beaumont est tellement lent avec toute cette paperasse. Justement, c'est le moment parfait, a insisté Sylvie, avant que le testament ne soit finalisé. Une fois ta mère installée dans une résidence, nous pourrons suggérer qu'elle n'est plus en mesure de gérer ses affaires elle-même. Tu pourrais demander une procuration. » Je n'ai pas entendu la suite. Je suis montée dans ma chambre, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il complotait non seulement pour me priver de ma maison, mais aussi de mon autonomie, de ma liberté. Il voulait me faire disparaître, m'effacer complètement de l'équation. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Le lendemain matin, profitant de leur absence, j'ai téléphoné à Maître Beaumont. « Je dois vous voir », ai-je dit sans préambule. « C'est urgent, mais pas ici, pas dans ma maison. » Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de la place des Vosges, loin du 16e arrondissement, loin des yeux inquisiteurs de Thomas et Sylvie. Le vieil avocat, qui avait été l'ami fidèle de Bernard pendant plus de 30 ans, m'a écouté avec une attention grave. « Madame Moreau, » a-t-il dit quand j'ai terminé mon récit, « je suis profondément désolé de ce que vous vivez. Votre mari craignait que quelque chose comme cela ne se produise. C'est pourquoi il a pris certaines précautions. » Des précautions, ai-je répété, ne comprenant pas. Le testament de Bernard est presque finalisé. Encore quelques formalités administratives et tout sera réglé. Je peux vous dire dès maintenant que votre mari a tout prévu pour vous protéger. Tout, Madame Moreau. Chaque centime, chaque propriété. Une lueur d'espoir s'est allumée en moi. Fragile, mais bien réelle. Combien de temps encore? Une semaine, peut-être 2. Je fais tout mon possible pour accélérer le processus. En attendant, tenez bon. Et n'hésitez pas à me contacter si la situation s'aggrave. Je suis rentrée à la maison ce jour-là avec un secret. Mon premier petit acte de résistance. Ils voulaient me dépouiller de tout, mais ils ignoraient que Bernard avait pris des mesures pour me protéger. Cette pensée m'a donné la force de supporter les jours suivants, d'endurer leurs remarques désobligeantes, leurs manipulations, leur mépris à peine voilé. Et puis est arrivé ce jour fatidique où mon fils m'a traité de vieille garce. Ce jour où, pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une colère pure remplacer la résignation dans mon cœur. Ce jour où Maître Beaumont était venu plus tôt, m'apportant enfin les documents qui allaient changer le rapport de force dans cette maison. Cette journée avait commencé comme beaucoup d'autres, un petit déjeuner solitaire dans la cuisine, pendant que Thomas et Sylvie dormaient encore. Un peu de lecture dans ma chambre, un déjeuner léger que j'avais à peine touché. Puis, vers 2 heures, la sonnette avait retenti. C'était Maître Beaumont, plus élégant que jamais dans son costume 3 pièces, une serviette en cuir sous le bras. Thomas et Sylvie étaient le guet sortis pour la journée, ce qui nous donnait l'occasion parfaite de parler librement. « Madame Moreau, » avait-il annoncé avec un sourire satisfait, « j'ai d'excellentes nouvelles. Le testament est finalisé. Tout est prêt. » Assis dans le petit salon, il avait ouvert sa serviette et en avait sorti une série de documents. Patiemment, méticuleusement, il m'avait expliqué chaque détail du testament de Bernard. La maison du 16e arrondissement, la villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat, les 3 immeubles commerciaux au cœur de Paris, les actions dans diverses entreprises, les comptes bancaires en France et en Suisse. Tout, absolument tout, était à mon nom. Bernard a été très clair, avait expliqué Maître Beaumont. Il voulait que vous ayez le contrôle total de votre patrimoine commun. Colette est plus intelligente qu'elle ne le croit elle-même, me disait-il souvent. J'avais regardé les chiffres sur les documents, sentant à la fois un immense soulagement et une profonde tristesse. Soulagement de savoir que j'étais financièrement indépendante, que je n'aurais jamais à craindre de me retrouver à la merci de quiconque. Tristesse en pensant à la façon dont mon propre fils m'avait traité, non par nécessité, mais par pure avidité. « Et Thomas ?» avais-je demandé, un nœud dans la gorge. « Bernard ne lui a rien laissé ?»« Si, bien sûr, » avait répondu Maître Beaumont. « Il y a un legs pour lui, un montant significatif, mais qui ne sera disponible qu'à certaines conditions. Bernard était, disons, lucide quant aux faiblesses de votre fils. » Ces révélations tournaient encore dans ma tête quand Thomas et Sylvie étaient rentrés en fin d'après-midi. Ils avaient casse l'air de bonne humeur,
ce qui était rare ces derniers temps. Thomas sifflotait même en accrochant son manteau dans l'entrée. J'étais assise dans le salon, regardant une émission culinaire à la télévision. Un de ces petits plaisirs simples qui me restaient. J'étais anxieuse, excitée et terrifiée à la fois. Les documents de Maître Beaumont étaient soigneusement rangés dans le tiroir de ma table de nuit, prêts à être utilisés quand le moment serait venu. Je ne savais pas que ce moment arriverait si vite. Thomas est entré dans le salon, a jeté un regard dédaigneux à la télévision et a soudain explosé. « Éteins cette télé! Je ne garderai pas une vieille garce à la maison !» Derrière lui, Sylvie riait doucement, visiblement amusée par cette explosion de cruauté. Cette fois, quelque chose s'est brisé en moi. Non pas mon cœur, mais les chaînes invisibles de la peur et de la soumission que je m'étais imposée. Je me suis levée du canapé avec une dignité que je ne me connaissais plus. Mes jambes tremblaient légèrement, mais ma résolution était inébranlable. Sans dire un mot, j'ai quitté le salon, sentant leur regard stupéfait me suivre. Ils s'attendaient probablement à ce que je m'enfuie en pleurant, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Mais cette fois était différente. Dans le silence de ma chambre, j'ai respiré profondément, tentant de calmer les battements frénétiques de mon cœur. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit et j'ai pris les documents que Maître Beaumont m'avait remis quelques heures plus tôt. Le papier épais frémissait légèrement entre mes doigts. Pendant un instant, j'ai caressé la signature de Bernard au bas de son testament. Ces boucles élégantes que je connaissais si bien, cette dernière trace de sa présence dans ma vie. « Donne-moi la force », ai-je murmuré, comme si son esprit pouvait m'entendre. Les documents en main, je suis retournée au salon. Thomas avait pris ma place sur le canapé et zappait nerveusement tandis que Sylvie feuilletait un magazine de décoration, probablement en imaginant d'autres changements à apporter à ma maison. Ni l'un ni l'autre ne s'attendait à mon retour si rapide, et certainement pas avec cette expression déterminée sur mon visage. « Thomas, Sylvie » ai-je appelé, ma voix étonnamment ferme. « Nous devons parler. » Mon fils a levé les yeux, irrité par cette interruption. « Quoi encore, maman? Je ne suis pas d'humeur à... » « Silence !» l'ai-je coupé avec une autorité qui l'a laissé bouche bée. « C'est à votre tour d'écouter. » J'ai déposé les documents sur la table basse et les ai ouverts, révélant le testament et les relevés de compte. Leurs yeux se sont agrandis en voyant les en-têtes officielles, les sceaux notariaux, les colonnes de chiffres. « Votre père m'a tout laissé », ai-je déclaré simplement. La maison, les propriétés, les entreprises, les comptes bancaires, plus de 8 millions d'euros en patrimoine. Tout est à mon nom. Le visage de Thomas a subi une transformation qui, dans d'autres circonstances, aurait été comique, de l'irritation à l'incrédulité, de l'incrédulité à la surprise, de la surprise à la panique. Sylvie a laissé tomber son magazine, son visage soudainement pâle. « De quoi parles-tu » Thomas a saisi l'un des documents, ses yeux parcourant rapidement les chiffres. « C'est impossible. C'est parfaitement possible, ai-je confirmé. Maître Beaumont était ici ce matin pour me remettre officiellement tous les documents. Ton père a été très clair dans son testament. Il voulait que j'aie le contrôle total de notre patrimoine. » Sylvie s'est levée et a arraché le papier des mains de Thomas. Ses yeux exorbitaient tandis qu'elle lisait les montants. 8 millions? Mais, oui Sylvie, 8 millions. Et cela sans compter la valeur des propriétés. Si nous décidions de les vendre, j'ai accentué le « nous », laissant d'entendre que la décision était mienne et uniquement mienne. Curieux comme vous pensiez que j'étais juste une vieille garce à entretenir, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans leur tête, recalculant, replanifiant, essayant de trouver un moyen de se tirer d'affaire. Thomas fut le premier à se ressaisir. Son visage se métamorphosa, le mépris cédant la place à un sourire forcé, presque désespéré. « Maman, c'est merveilleux. Je suis si heureux pour toi, pour nous. Finalement, nous pouvons... » « Il n'y a pas de nous, Thomas, l'ai-je interrompu, ma voix calme mais ferme. « Plus maintenant. »« Comment ça, pas de nous? Nous sommes une famille, maman. Nous sommes ici pour prendre soin de toi, pour me traiter comme une moins que rien, pour m'humilier dans ma propre maison, pour m'appeler vieille garce. » Les mots sortaient comme des flèches précises, l'atteignant exactement là où je savais qu'il ferait mal. Ce n'est pas ça une famille, Thomas. C'est de la maltraitance. Tu exagères, a-t-il tenté.
son sourire vacillant. C'était juste un moment de stress. Le travail est difficile. Les factures. Les factures? J'ai laissé échapper un rire sec. Quelle facture? Thomas, tu vis dans ma maison, tu manges ma nourriture, tu utilises mon électricité. Quelle facture exactement t'ont stressé au point de traiter ta propre mère comme une moins que rien? Sylvie, toujours opportuniste, a tenté d'intervenir. Madame Moreau, nous voulions seulement le meilleur pour vous. Thomas s'inquiète tellement, il travaille tellement. Parfois, il devient un peu nerveux, mais c'est parce qu'il vous aime. J'ai regardé ma belle-fille, cette femme qui, quelques minutes auparavant, riait de mon humiliation, et j'ai ressenti un mélange de pitié et de dégoût. Sylvie, je t'en prie, n'insulte pas mon intelligence. Vous deux pensiez que j'étais une vieille inutile, un fardeau, quelqu'un à tolérer jusqu'à ce que vous puissiez mettre la main sur ce que vous croyez être l'héritage de Thomas. Et bien surprise, il n'y a pas d'héritage pour Thomas. Il n'y a que mon patrimoine, construit avec amour et travail par moi et par Bernard. Thomas s'est levé, le désespoir maintenant évident sur chaque trait de son visage. Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes tes seuls parents. Que vas-tu faire seule avec tout cet argent? J'ai souri, sentant un calme que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. C'est la meilleure partie, mon fils. Je n'ai pas besoin de décider maintenant. J'ai tout le temps du monde. Et j'ai des options. Beaucoup d'options. Quel genre d'options? A-t-il demandé, sa voix trahissant la peur qu'il essayait de dissimuler. Je peux voyager. J'ai toujours voulu connaître Paris, Venise, Tokyo. Je peux rénover cette maison exactement comme je le souhaite, sans me soucier de ce que vous considérez comme moderne. Je peux faire des dons à des œuvres caritatives. Je peux investir. Je peux, imagine-toi, vivre ma vie comme bon me semble, sans avoir à me justifier auprès de qui que ce soit. Mais et nous? A demandé Sylvie d'une voix stridente de panique. Où allons-nous vivre? Comment allons-nous vivre? Je l'ai regardé, ressentant une pointe de satisfaction en voyant son visage déformé par la peur. Cela, ma chère, n'est plus mon problème. Vous avez exactement 48 heures pour retirer vos affaires de cette maison. Quoi? S'est écrié Thomas, le visage rouge de colère. Tu ne peux pas nous mettre dehors. Je suis ton fils. Oui, tu es mon fils. Le même fils qui m'a appelé vieille garce il y a quelques minutes. Le même fils qui, pendant un an, m'a traité comme un fardeau, un inconvénient, une intruse dans ma propre maison. Ma voix affaiblit un peu, la douleur de cette vérité encore présente, malgré ma nouvelle résolution. Tu es mon fils, Thomas, mais être mon fils ne te donne pas le droit de me traiter ainsi. Cela ne te donne pas droit à mon argent, à ma maison ou à mon respect. Mais où irons-nous? A insisté Sylvie, des larmes de crocodile commençant à se former dans ses yeux. Nous n'avons nulle part où aller. Vous êtes jeune, en bonne santé, et vous avez des emplois. Je suis sûre que vous trouverez un endroit. Il y a beaucoup d'appartements à louer à Paris. Peut-être pas dans le 16e, peut-être pas avec jardin et piscine, mais certainement quelque chose de convenable pour un couple qui a besoin, comme vous disiez, d'apprendre à vivre selon ses moyens. Ils me regardaient tous les deux, comme si j'étais une étrangère, et peut-être l'étais-je à ce moment-là. La Colette qu'ils connaissaient, ou croyaient connaître, était une femme soumise, incertaine, facilement manipulable. La femme qui se tenait devant eux maintenant, le dos droit et le regard ferme, était quelqu'un de complètement différent. « Tu vas regretter ça », m'a menacé Thomas, sa voix basse et dangereuse. « Tu vas te retrouver toute seule. Tu te rendras compte à quel point tu as besoin de nous. »« Non, Thomas », ai-je répondu, avec une certitude qui venait du fond de mon âme. J'ai déjà été seule. Pendant 1 an, j'ai été seule. Même avec vous deux vivant sous le même toit que moi. La solitude ne me fait pas peur. Ce qui me faisait peur, c'était de penser que je passerais le reste de mes jours à être traitée comme un fardeau par mon propre fils. Sylvie, toujours pragmatique, a changé de tactique. « Madame Moreau, peut-être sommes-nous tous un peu bouleversés maintenant. Et si nous dormions là-dessus? Demain, la tête froide, nous pourrons mieux parler, planifier comment nous allons gérer tout ce patrimoine ensemble. Il n'y a pas de ensemble, Sylvie, l'ai-je coupé. La décision est prise. 48 heures, pas 1 minute de plus. Tu ne peux pas faire ça, a crié Thomas, faisant un pas vers moi, les poings serrés. Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux sans peur. Si, je peux. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Si vous ne partez pas dans les 48 heures, j'appellerai la police et je vous accuserai d'intrusion.
Ta propre famille » a-t-il demandé incrédule. « La famille » ai-je répété, ressentant une profonde tristesse malgré ma résolution. La famille ne traite pas la famille comme vous m'avez traité. La famille respecte, prend soin, aime. Ce que vous m'avez fait pendant cette année n'était pas de l'amour, Thomas. C'était de la maltraitance. Et maintenant, c'est fini. Je leur ai tourné le dos et j'ai commencé à marcher vers ma chambre. Derrière moi, j'ai entendu Sylvie commencer à pleurer bruyamment, des pleurs théâtraux qui ne m'ont pas ému le moins du monde. J'ai aussi entendu Thomas marmonner des jurons, sa rage presque palpable dans l'air. Je n'ai pas regardé en arrière. Je suis entré dans ma chambre, j'ai fermé la porte et pour la première fois depuis longtemps, je ne l'ai pas verrouillée. Je n'avais plus peur d'eux, je n'avais plus peur de rien. Je me suis assise au bord du lit, mes mains tremblant encore un peu à cause de l'adrénaline. Sur la table de nuit, il y avait une photo de Bernard et moi, prise lors de notre dernier anniversaire de mariage. Il souriait à l'appareil, ses yeux pleins de cet amour qu'il m'avait toujours témoigné. J'ai touché son visage sur la photographie, sentant les larmes commencer à couler. « Tu as tenu ta promesse, mon amour », ai-je murmuré à son image. « Tu as pris soin de moi jusqu'à la fin. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de moi-même. » J'ai étonnamment bien dormi cette nuit-là, malgré les bruits de disputes qui venaient de la chambre de Thomas et Sylvie. Ils alternaient entre se disputer l'un avec l'autre et planifier comment ils me convaincraient de changer d'avis. J'ai entendu des bribes de phrases. « Ta faute, tu aurais dû être plus rusé. Tout cet argent, la faire changer d'avis. » Mais je ne changerai pas d'avis. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais absolument sûre de ce que je voulais, de ce que je devais faire. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, comme je le faisais toujours. J'ai préparé mon café, je me suis assise à la table de la cuisine et en regardant le soleil se lever sur le jardin que Bernard et moi avions planté ensemble, j'ai passé un appel. « Maître Beaumont, bonjour, c'est Colette Moreau. J'ai besoin que vous veniez chez moi aujourd'hui. Je veux faire quelques changements à mon testament. » Il est arrivé vers 10 heures, formel comme toujours, dans son impeccable costume, la serviette en cuir sous le bras. Thomas et Sylvie étaient sortis tôt, probablement pour chercher un endroit où vivre ou pour consulter un avocat qui pourrait contester le testament de Bernard. J'ai reçu Maître Beaumont dans le salon et je lui ai expliqué ce que je voulais. Pendant qu'il prenait des notes, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis très longtemps. Chaque décision que je prenais était un pas vers ma liberté, vers la reconquête de ma dignité. « Êtes-vous sûre de cela, Madame Moreau ?» a-t-il demandé, quand j'ai fini d'expliquer mes intentions. « C'est une décision assez significative. J'en suis absolument certaine, maître, plus certaine que je ne l'ai été de quoi que ce soit dans ma vie. » Il a acquiescé, respectant ma détermination. « Je préparerai les documents immédiatement. Je suis très heureux de vous voir ainsi, Madame Moreau. Votre mari serait fier. » Quand il est parti, j'ai passé le reste de la journée dans une sorte de transe productive. J'ai parcouru chaque pièce de la maison, notant les changements que je voulais faire. Ce mur que Sylvie avait peint d'un gris déprimant redeviendrait jaune clair, comme Bernard et moi l'avions toujours aimé. Les meubles modernes et inconfortables qu'ils avaient apportés seraient remplacés. Mon jardin serait replanté exactement comme avant. Plus important encore, j'ai commencé à faire des projets pour l'avenir. Un avenir qui, pour la première fois depuis la mort de Bernard, semblait plein de possibilités plutôt que sombre et limité. Thomas et Sylvie sont rentrés en fin d'après-midi, tous deux avec des visages fermés et tendus. Je ne me suis pas adressée à eux, ni eux à moi. La maison était plongée dans un silence glacial, rompu seulement par le bruit occasionnel de portes qui se fermaient ou de pas précipités dans le couloir. J'ai bien dormi à nouveau cette nuit-là. Le lendemain, le dernier avant la date limite que je leur avais donnée, je me suis réveillée au son de valises traînées dans le couloir. Je me suis levée, j'ai mis ma robe de chambre et je suis sortie de ma chambre. Thomas était dans le salon, empilant des cartons près de la porte. Quand il m'a vue, son visage s'est tordu en une expression amère. « Nous partons », a-t-il dit, sa voix chargée de ressentiment. « J'espère que tu es satisfaite. »« Je ne suis pas satisfaite, Thomas, » ai-je répondu honnêtement. « Je suis profondément triste d'en être arrivée là. Tu es mon fils, mon unique enfant. Je t'ai aimé dès le premier instant où je t'ai tenu dans mes bras et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, mais je ne peux pas te permettre de continuer à me traiter comme tu l'as fait. C'est juste une question d'argent pour toi, n'est-ce pas ?» m'a-t-il accusé,
les yeux brillants de rage. « Tu préfères ton argent à ton propre fils. » Non, Thomas, il ne s'agit pas d'argent. Ça n'a jamais été le cas. Il s'agit de respect, de dignité, d'amour. J'ai fait un pas vers lui, sentant mon cœur se serrer face à la distance émotionnelle entre nous. Si un jour tu comprends cela, si un jour tu es prêt à me traiter avec le respect que je mérite, ma porte sera ouverte. Il a lâché un rire sec, sans humour. Ne compte pas là-dessus. Sylvie est apparue dans le couloir, portant une autre valise. Elle m'a lancé un regard venimeux, mais n'a rien dit. Ils ont continué à charger leurs affaires dans la voiture garée devant l'entrée, travaillant dans un silence chargé de colère et de ressentiment. Quand ils ont terminé, Thomas s'est arrêté à la porte, les clés de la maison à la main. Pendant un moment, j'ai vu une ombre d'incertitude passer sur son visage, un éclair de l'enfant qu'il avait été autrefois, mais elle a rapidement disparu, remplacée par le masque de dureté qu'il avait adopté. Il a jeté les clés sur la table près de la porte. « Au revoir, maman », a-t-il dit, la voix froide. « J'espère que tu profiteras de ta solitude et de ton argent. »« Au revoir, mon fils », ai-je répondu, sentant les larmes menacer de couler, mais les gardant sous contrôle. « Je serai là si un jour tu veux revenir. Non pas comme propriétaire de ma maison ou de mon argent, mais comme mon fils. » Il n'a pas répondu. Il m'a tourné le dos, a pris la dernière valise et est sorti. Sylvie l'a suivi sans même me regarder. J'ai entendu la voiture démarrer, le bruit du moteur diminuant à mesure qu'il s'éloignait. Et puis, le silence. Un silence différent de celui que j'avais connu ces derniers mois. Non pas un silence oppressant, chargé de peur et d'anxiété, mais un silence paisible. Le silence de la liberté. J'ai fermé la porte, je suis retournée au salon et je me suis assise sur le canapé que Bernard et moi avions choisi ensemble, des décennies auparavant. J'ai regardé autour de moi, dans cette maison qui était à nouveau seulement la mienne. Les larmes sont venues alors, non pas de tristesse ou de regret, mais de soulagement et d'une étrange forme de gratitude. « Merci Bernard », ai-je murmuré dans l'air, sentant d'une certaine façon qu'il pouvait m'entendre. « Merci de m'avoir donné l'occasion de redécouvrir qui je suis. » Ce premier jour, seul dans ma maison, fut étrange. Après une année entière à être invisible entre ces murs, soudainement tous les espaces m'appartenaient à nouveau. J'ai marché lentement d'une pièce à l'autre, redécouvrant chaque recoin, chaque souvenir imprégné dans la tapisserie, les moulures, le parquet qui craquait à certains endroits précis. C'était comme revenir d'un long voyage, alors que je n'avais jamais physiquement quitté ces lieux. Le son de mes pas résonnait différemment maintenant. La tension constante, cette peur de déranger, d'être réprimandé, avait disparu. J'ai allumé la vieille radio dans la cuisine, celle que Bernard m'avait offerte pour notre 10e anniversaire de mariage, et j'ai laissé la musique envahir la maison. De la musique? Depuis combien de temps n'avais-je pas écouté de la musique librement, sans craindre les soupirs exaspérés de Sylvie ou les remarques acerbes de Thomas? J'ai passé la matinée à me préparer un petit déjeuner élaboré rien que pour moi. Des œufs, du pain frais, du jus d'orange fraîchement pressé, et le plus merveilleux, sans précipitation. Je me suis assise à la table de la terrasse, observant les oiseaux dans le jardin, qui semblaient plus vivants ce matin-là. Ou peut-être était-ce moi qui étais plus vivante. Mon téléphone a sonné vers midi. C'était Juliette, mon amie de toujours, que Thomas et Sylvie avaient pratiquement bannie de notre maison. Trop fouineuse, disait-il, ce qui signifiait qu'elle percevait comment il me traitait. « Colette, c'est bien toi ?» La voix de Juliette résonnait, surprise, à l'autre bout de la ligne. « Cela fait des mois que j'essaie de te parler, et je n'y suis jamais parvenue correctement. »« Oui, c'est moi, Juliette, » ai-je répondu, sentant un nœud dans ma gorge en entendant la voix de mon ami. « Je suis seule maintenant. Thomas et Sylvie, ils ne vivent plus ici. » Il y a eu un bref silence, puis, Dieu merci. Est-ce que je peux passer tout de suite? 2 heures plus tard, Juliette et moi étions assises dans le salon, des tasses de thé à la main, comme au bon vieux temps. Elle avait changé, ses cheveux plus gris, quelques nouvelles rides, mais ses yeux avaient toujours la même lueur affectueuse qui m'avait toujours réconfortée. Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-elle, après que je lui eus raconté tout ce qui s'était passé. Toutes ces excuses pour que je ne vienne pas te voir, toi qui ne répondais jamais au téléphone. J'ai même été au commissariat demander si je pouvais faire quelque chose.
Mais ils m'ont dit que sans preuve de maltraitance, ils ne pouvaient pas intervenir. J'aurais dû demander de l'aide, ai-je admis, sentant le poids de ma propre complicité dans les abus que j'avais subis. Mais j'avais honte d'admettre que mon propre fils me traitait de cette façon. Juliette a pris ma main entre les siennes. Ne te blâme pas, Colette. C'est ainsi que fonctionne la maltraitance. Ils t'isolent, te font douter de toi-même, te convainquent que tu mérites d'être maltraité. À ce moment, avec les paroles de Juliette, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai commencé à pleurer, non pas les larmes silencieuses que j'avais versées seule pendant des mois, mais des sanglots profonds qui venaient du fond de l'âme. C'était comme si chaque humiliation, chaque parole cruelle, chaque moment de désespoir trouvait enfin une issue. Juliette m'a serré dans ses bras, m'a laissé pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Quand je me suis finalement calmée, je me suis sentie différente, plus légère d'une certaine manière, comme si j'avais expulsé un poison de mon système. « Et maintenant quoi ?» a demandé Juliette, servant plus de thé. « Que vas-tu faire de ta vie nouvellement reconquise? Et de tout cet argent ?» La question a flotté dans l'air comme un papillon, délicat, plein de possibilités, attendant de se poser quelque part. Qu'allais-je faire? Pendant si longtemps, mon existence s'était résumée à survivre un jour après l'autre, à essayer d'occuper le moins d'espace possible. Je ne m'étais pas permis de rêver, de planifier, de désirer. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je crois qu'avant tout, j'ai besoin de redécouvrir qui je suis. Juliette a souri, un sourire plein de compréhension et d'affection. Eh bien, cela me semble un excellent premier pas. Après son départ, promettant de revenir le lendemain, je suis restée assise sur la terrasse jusqu'au coucher du soleil, réfléchissant à tout ce qui s'était passé et à ce qui allait venir. La nuit est tombée doucement sur le jardin, les étoiles commençant à parsemer le ciel sombre. C'était une vision que j'avais toujours aimée, mais que j'avais oublié d'apprécier ces derniers temps. Cette nuit-là, j'ai dormi sans cauchemar pour la première fois depuis des mois. Les jours suivants furent un mélange de libération et de redécouverte. J'ai fait de petits changements dans la maison. J'ai replacé mes livres préférés dans la bibliothèque du salon. J'ai recommencé à utiliser les serviettes brodées que ma mère m'avait données. J'ai raccroché les tableaux que Thomas et Sylvie avaient retirés parce qu'ils les jugeaient démodés. De petits actes de réappropriation qui me procuraient une immense satisfaction. Une semaine après leur départ, j'ai reçu un appel de Maître Beaumont. « Madame Moreau, les documents que vous avez demandés sont prêts. Puis-je passer chez vous cet après-midi » À son arrivée, il m'a présenté un dossier contenant les nouveaux papiers, mon testament révisé. Je me suis assise dans le salon et j'ai lu attentivement chaque mot. C'était exactement ce que je voulais. Une petite somme pour Thomas, conditionnée à un travail communautaire. Le reste divisé entre ma petite fille Émilie, qui m'avait toujours traitée avec affection, et une nouvelle fondation que je créais, la Fondation Bernard Moreau, pour aider les personnes âgées victimes de maltraitance familiale. « C'est parfait, maître », ai-je dit en signant les documents, exactement comme je le souhaitais. Maître Beaumont a souri, rangeant les papiers dans son dossier. « Votre mari serait très fier, Madame Moreau. Il disait toujours que vous étiez la personne la plus forte qu'il connaissait, même si parfois vous ne le saviez pas vous-même. Ces paroles ont touché quelque chose de profond en moi. Bernard avait toujours vu en moi une force que je ne reconnaissais pas moi-même. Et maintenant, finalement, je commençais à la voir aussi. « Maître Beaumont » l'ai-je appelé alors qu'il était déjà à la porte. « Il y a encore une chose que j'aimerais faire. Oui, Madame Moreau, je veux mieux connaître les affaires de Bernard, les entreprises, les investissements. Je veux apprendre à les gérer. » Il a semblé surpris un instant, mais bientôt son visage s'est ouvert dans un sourire sincère. « Ce sera un plaisir de vous enseigner, Madame Moreau. Nous pouvons commencer dès demain si vous le souhaitez. » Et ainsi a commencé une nouvelle phase de ma vie. Chaque matin, Maître Beaumont venait chez moi et nous passions quelques heures à examiner des documents, analyser des investissements, discuter de stratégie. Au début, tout était très confus. Des chiffres, des termes, des concepts que je n'avais jamais eu besoin de comprendre auparavant. Mais peu à peu, les choses ont commencé à prendre sens. J'ai découvert que j'avais un talent naturel pour les affaires que je n'avais jamais eu l'occasion de développer. Bernard s'était toujours occupé de tout, et ensuite Thomas avait tenté d'assumer ce rôle. Mais maintenant, c'était mon tour.
et j'étais déterminée à faire les choses à ma façon. Des rumeurs ont commencé à circuler dans la famille élargie au sujet de la nouvelle Colette. Des cousins, des neveux et des connaissances qui me rendaient à peine visite quand Bernard était vivant se sont soudainement mis à appeler, à vouloir organiser des déjeuners, à manifester un intérêt soudain pour mon bien-être. Au début, j'en ai reçu quelques-uns, par politesse, mais j'ai vite compris que leur intérêt n'était pas pour moi, mais pour ce que je possédais désormais, à l'exception d'Émilie, ma petite fille. Elle est apparue à ma porte un dimanche après-midi, sans prévenir, portant une boîte de chocolat fait maison qu'elle savait être mes préférés. « Grand-mère » a-t-elle dit, m'embrassant étroitement, « pardonne-moi de ne pas être venue plus tôt. Papa m'a dit que tu ne voulais pas de visite, que tu étais malade et fatiguée. Ton père a menti, ma chérie. » ai-je répondu, lui rendant son étreinte avec force. « J'ai toujours voulu te voir, toujours. » Nous nous sommes assises sur la terrasse, mangeant des chocolats et nous mettant à jour. Émilie était en 4e année d'études en travail social, sur le point de commencer son stage. Ses yeux brillaient quand elle parlait de ses projets d'avenir, de la spécialité qu'elle voulait suivre, la gérontologie, pour aider les personnes comme moi, disait-elle. « Grand-mère, puis-je te demander quelque chose ?» a-t-elle dit, après un moment de silence. « Est-ce vrai que tu as mis papa et Sylvie à la porte ?» J'ai soupiré, cherchant les mots justes. « Oui, c'est vrai, ton père et Sylvie ne me traitaient pas bien, Émilie. Pendant longtemps, j'ai supporté des choses que personne ne devrait supporter, surtout venant de personnes qui sont censées nous aimer. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Je m'en doutais. Chaque fois que je venais te voir, ils inventaient des excuses, disaient que tu te reposais, que tu ne voulais pas être dérangée. Une fois, j'ai entendu Sylvie parler de la difficulté de gérer une vieille têtue. J'étais tellement en colère, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai pris ses mains dans les miennes. Il n'y avait rien que tu puisses faire, mon amour. C'était quelque chose que je devais résoudre moi-même. Et maintenant, c'est résolu. Après ce jour, Émilie a commencé à me rendre visite régulièrement. Parfois, elle amenait des amis de l'université, remplissant la maison de rires jeunes et de conversations animées. C'était comme si la maison se réveillait d'un long sommeil, tout comme moi. 2 semaines après avoir mis Thomas et Sylvie à la porte, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Jacques, notre voisin depuis plus de 20 ans. Jacques avait toujours été gentil, me saluait toujours quand nous nous croisions, même pendant la période où Thomas et Sylvie faisaient tout leur possible pour m'isoler. « Madame Moreau » a-t-il dit, la voix hésitante. « J'espère ne pas être importun, mais allez-vous bien? J'ai remarqué que votre fils et son épouse ont déménagé et je me suis inquiétée. » Son inquiétude semblait sincère, différente de l'intérêt calculateur que d'autres avaient manifesté. « Je vais bien, Jacques. En fait, je vais mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. » Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. « Je suis heureux de l'entendre. Et, eh bien, je sais que cela peut sembler présomptueux de ma part, mais j'aimerais vous inviter à dîner un de ces jours, en tant que voisin, bien sûr, pour célébrer votre nouveau départ. » L'invitation m'a surprise, mais pas désagréablement. Jacques était un homme intéressant, cultivé, gentil, veuf comme moi, d'après ce que je savais. Et cela faisait si longtemps que personne ne m'avait invité à une sortie sociale. « Ce serait un plaisir, Jacques. Merci pour l'invitation. » Nous avons dîné dans un petit restaurant accueillant dans le quartier de Neuilly. La nourriture était excellente, le vin doux, la conversation fluide et agréable. Jacques m'a parlé de sa carrière de professeur d'université, maintenant à la retraite, de ses 2 enfants qui vivaient à l'étranger, de ses passions, la littérature, la musique classique, le jardinage. « J'ai toujours admiré votre jardin, Madame Moreau », a-t-il commenté, alors que nous prenions un café après le repas. Ces roses rouges près du mur sont spectaculaires. Bernard les a plantées pour moi pour notre 20e anniversaire de mariage, ai-je raconté, sentant un sourire nostalgique se former sur mes lèvres. Il ne connaissait rien au jardinage, mais il s'est tellement efforcé. Après cela, prendre soin de ces roses est devenu une sorte de rituel pour nous deux. Jacques a souri, compréhensif. C'est bon de préserver ses souvenirs, de les honorer. Mais c'est aussi bon d'en créer de nouveaux, ne croyez-vous pas? Cette soirée m'a fait réaliser à quel point je m'étais fermée au monde, même avant la mort de Bernard. Notre vie était bonne, mais restreinte. Des amis proches, peu d'événements sociaux, une routine prévisible et confortable.
Il n'y avait rien de mal à cela, mais je percevais maintenant qu'il existait tout un monde là-dehors que je n'avais jamais exploré. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à élargir mes horizons. J'ai accepté une invitation de Juliette pour un concert au Théâtre des Champs-Élysées. Je suis allée avec Émilie à une exposition d'art contemporain que, à ma surprise, j'ai trouvée fascinante. J'ai dîné à nouveau avec Jacques, cette fois dans un restaurant japonais. Ma première expérience avec des sushis à 67 ans. Chaque nouvelle expérience était comme une petite victoire, une affirmation de ma liberté nouvellement conquise. J'ai commencé à m'habiller différemment aussi, des couleurs plus vives, des styles plus modernes qui néanmoins reflétaient qui j'étais. Je me suis coupé les cheveux dans un salon élégant recommandé par Juliette. J'ai changé mes anciennes lunettes pour une monture plus légère et plus actuelle. « Mon Dieu, Colette, tu as rajeuni !» s'est exclamée Juliette quand elle m'a vue après tous ces changements. « Tu es même plus grande, tu sais. Je crois que tu marches enfin le dos droit, comme tu le devrais. » Et elle avait raison. Je me sentais physiquement différente. La posture voûtée, résultat de mois passés à essayer de me faire plus petite, invisible, avait cédé la place à une posture droite, confiante, les yeux baissés, regarder maintenant le monde directement. Les mains qui tremblaient étaient maintenant fermes. Un mois après le départ de Thomas et Sylvie, j'ai pris une décision que j'envisageais depuis un certain temps. J'ai appelé Danielle, la comptable que Maître Beaumont m'avait présentée, et j'ai demandé qu'elle transfère une somme importante sur un compte séparé. « Pourquoi est-ce, Madame Moreau ?» a-t-elle demandé. Toujours discrète et efficace. « Pour la Fondation Bernard Moreau, » ai-je répondu. « Je veux commencer à la mettre en place dès que possible. » L'idée de la Fondation avait émergé presque naturellement. Je voulais faire quelque chose de significatif avec l'argent que Bernard avait laissé, quelque chose qui honorerait sa mémoire et, en même temps, aiderait des personnes qui vivaient des situations similaires à la mienne. La Fondation Bernard Moreau pour la protection des personnes âgées serait dédiée à aider les personnes âgées victimes de maltraitance familiale, offrant un soutien juridique, psychologique et, dans les cas extrêmes, un hébergement temporaire. J'avais déjà discuté des aspects juridiques avec Maître Beaumont, des questions financières avec Danielle et même avec Émilie, qui avait suggéré des partenariats avec des universités pour offrir des soins médicaux spécialisés. C'était un projet ambitieux qui exigerait beaucoup de travail et de dévouement, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais énergisée, motivée, vivante. J'avais un objectif qui dépassait ma propre existence, quelque chose qui pourrait faire la différence dans la vie de nombreuses personnes. C'est à cette époque que j'ai reçu le premier appel de Thomas depuis son départ. J'étais dans la cuisine, préparant un gâteau au chocolat, un autre petit plaisir que j'avais redécouvert, quand le téléphone a sonné. « Maman ?» Sa voix a résonné hésitante à l'autre bout de la ligne. « C'est moi, Thomas. » Mon cœur a fait un bond. Malgré tout, il restait mon fils, mon unique enfant. « Bonjour Thomas, comment vas-tu ?»« Pas très bien pour être honnête, » a-t-il répondu, la voix fatiguée. « Les choses ont été difficiles. » J'ai ressenti une pointe d'inquiétude. « Que s'est-il passé? Tu es malade ?»« Non, ce n'est pas ça. C'est que, le loyer de l'appartement que nous avons trouvé est très élevé et nous avons dû acheter des meubles, des ustensiles, tout neufs. Les factures s'accumulent et... » Ah, c'était donc ça. Pas une réconciliation, pas une demande d'excuses, une demande d'argent. « Je comprends, » ai-je dit, gardant la voix neutre, bien que je sente mon cœur se serrer de déception. « Et qu'attends-tu de moi à ce sujet, Thomas ?» Il y a eu une pause. « Eh bien, maman, j'ai pensé que peut-être, avec tout cet héritage, tu pourrais nous aider un peu, juste jusqu'à ce que nous nous établissions correctement. » J'ai fermé les yeux, respirant profondément. Une partie de moi voulait l'aider, lui donner l'argent qu'il demandait, faire n'importe quoi pour maintenir une sorte de relation avec mon fils. Mais une autre partie, la partie la plus sage, savait que ce serait une erreur. Ce serait revenir au schéma ancien, lui permettre de m'utiliser à nouveau. « Non, Thomas », ai-je répondu, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. « Je ne vais pas te donner d'argent. »« Mais maman » a-t-il protesté, l'indignation remplaçant rapidement le ton conciliant. « Nous sommes ta famille, ta seule famille. » La famille ne m'appelle pas « vieille garce, Thomas. » La famille ne me traite pas comme vous m'avez traité pendant toute une année.
Ma voix était calme, mais résolue. « Si tu veux me parler, si tu veux reconstruire notre relation, je suis ouverte à cela. Mais ce ne sera pas basé sur l'argent. Plus jamais. Tu vas regretter ça, a-t-il menacé, sa voix maintenant chargée de colère. Tu vas finir seule, sans personne pour s'occuper de toi quand tu seras vraiment vieille et malade. Je préfère être seule que mal accompagnée, mon fils, ai-je répondu, ressentant une tristesse profonde, mais aussi une certitude inébranlable. Et quant à qui prendra soin de moi à l'avenir, eh bien, j'ai les ressources pour garantir que je recevrai les meilleurs soins si et quand j'en aurai besoin. Mais plus important que cela, j'ai de vrais amis, des personnes qui se soucient de moi pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Il a raccroché sans me dire au revoir. Je suis restée là, le téléphone à la main, ressentant un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour le fils que je semblais avoir définitivement perdu. Soulagement d'avoir maintenu ma position, de ne pas avoir cédé. Ce soir-là, assise sur la terrasse avec une tasse de tisane, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé depuis la mort de Bernard. La douleur, le deuil, la maltraitance, la découverte de l'héritage, la libération. C'était comme si j'avais vécu plusieurs vies en à peine un an. « Serais-tu fier de moi, Bernard ?» ai-je demandé à haute voix au ciel étoilé, imaginant que, d'une manière ou d'une autre, il pouvait m'entendre. « Aurais-tu approuvé mes décisions ?» Il n'y a pas eu de réponse, bien sûr, seulement le doux bruit des grillons dans le jardin et le murmure occasionnel des feuilles dans la brise nocturne. Mais d'une certaine façon, j'ai ressenti la paix. J'ai senti que j'étais sur la bonne voie, que j'avais enfin trouvé ma voie, ma force, ma place dans le monde. À 67 ans, après une vie entière à être épouse, mère, femme au foyer, je découvrais enfin qui était Colette Moreau. Et j'aimais beaucoup ce que je découvrais. Les semaines suivantes ont été remplies d'activités que je n'aurais jamais imaginé entreprendre quelques mois auparavant. Avec l'aide de Maître Beaumont, j'ai commencé à créer la Fondation Bernard Moreau. Nous avons loué un petit bureau dans le 15e arrondissement, embauché une petite équipe composée d'un avocat spécialisé en droit des personnes âgées, d'une psychologue et d'une assistante sociale. Émilie a mobilisé des camarades de sa faculté pour proposer du bénévolat. L'inauguration officielle était prévue pour le mois suivant, mais déjà, par le bouche à oreille, des demandes d'aide commençaient à arriver. Une dame de 75 ans dont le neveu avait pris le contrôle de ses finances. Un monsieur de 82 ans dont les enfants menaçaient de le placer en maison de retraite contre son gré pour vendre sa maison. Des histoires qui ressemblaient tellement à la mienne. Des souffrances silencieuses qui trouvaient enfin une oreille attentive. Chaque cas que nous prenions, chaque personne que nous aidions, était comme une petite victoire personnelle, une façon de transformer ma propre douleur en quelque chose d'utile, de significatif. Un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner, le téléphone a sonné. C'était Maître Beaumont, et sa voix trahissait une certaine agitation. « Madame Moreau, j'ai quelque chose à vous montrer. C'est délicat. Puis-je passer chez vous aujourd'hui ?» Intriguée et un peu inquiète, j'ai accepté. 2 heures plus tard, il était assis dans mon salon, une épaisse enveloppe brune posée sur la table basse devant lui. En préparant les documents pour la fondation, j'ai dû examiner en détail certaines archives de votre mari, a-t-il commencé, choisissant soigneusement ses mots. Et j'ai trouvé, quelque chose que je pense que vous devriez voir. Il a ouvert l'enveloppe et en a sorti plusieurs documents, des relevés bancaires, des actes notariés et quelques photographies. Sur l'une d'elles, Bernard souriait à l'objectif, son bras autour des épaules d'une femme que je ne connaissais pas. Une femme d'environ mon âge, élégante, avec des cheveux châtains coupés au carré et un sourire chaleureux. Entre eux se tenait une jeune femme d'une 20aine d'années qui avait les yeux de Bernard, ces yeux que je connaissais si bien. J'ai senti mon cœur se serrer douloureusement. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, bien que la réponse fût évidente. « Votre mari avait une autre famille » a dit Maître Beaumont doucement. « À Lyon. Cette femme s'appelle Claire Valmont et la jeune femme est Sophie, leur fille. Elle a 25 ans. Le monde semblait tourner autour de moi. Bernard, mon Bernard, avait une autre famille, une autre femme, une fille. Pendant combien de temps? Comment avais-je pu ne rien soupçonner? Il les soutenait financièrement, a continué Maître Beaumont, me montrant les relevés bancaires. Des versements mensuels substantiels.
et il leur a acheté un appartement à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. « Le savais-tu » ai-je demandé, ma voix à peine audible. « Le savais-tu et me l'as-tu caché » Maître Beaumont a secoué la tête. « Non, Madame Moreau. Je viens de le découvrir en examinant certains documents pour la Fondation. Bernard était très discret à ce sujet. Il gérait cela à travers un compte séparé et une société écran. J'ai fermé les yeux, tentant de contrôler la vague d'émotions qui me submergeait. Colère, trahison, chagrin, confusion, tout se mélangeait en un tourbillon chaotique. « Pourquoi me montrer cela maintenant » ai-je demandé finalement. « N'aurais-tu pas pu simplement l'enterrer » ? J'ai envisagé cette possibilité, a-t-il admis. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir. Bernard a également laissé une provision pour Sophie dans son testament. Pas directement. Il l'a canalisée à travers plusieurs sociétés. Mais elle existe. Et j'ai pensé que vous devriez être au courant avant que cela ne devienne public, ce qui pourrait arriver si nous procédons avec la création de la Fondation. J'ai regardé à nouveau la photographie. Sophie avait le sourire de Bernard, son front haut, ses pommettes. Comment n'avais-je jamais su qu'il avait une autre fille, une fille qu'il avait apparemment aimée suffisamment pour subvenir à ses besoins, pour lui acheter un appartement, pour la photographier en souriant fièrement à ses côtés. Que fait-elle ? ai-je demandé soudainement. Sophie, que fait-elle dans la vie ? Maître Beaumont apparut surpris par ma question. Je ne sais pas exactement, mais je peux me renseigner si vous le souhaitez. Oui, ai-je dit, avec une détermination qui m'a surprise moi-même. Je veux tout savoir sur elle. Les jours suivants ont été difficiles. J'oscillais entre la colère contre Bernard pour sa trahison, la tristesse pour les années d'illusions dans lesquelles j'avais vécu, et une étrange curiosité concernant cette autre famille, cette vie parallèle qu'il avait menée. 3 jours plus tard, Maître Beaumont m'a rappelé. « J'ai quelques informations sur Sophie Valmont », a-t-il dit. « Elle est infirmière, spécialisée en gériatrie. Elle travaille dans un hôpital à Lyon. D'après ce que j'ai pu savoir, c'est une jeune femme remarquable, très appréciée par ses patients et ses collègues. Infirmière en gériatrie. Elle prenait soin des personnes âgées. Cette information a remué quelque chose en moi. Une idée folle a commencé à germer dans mon esprit. Une idée que j'ai d'abord repoussée, puis qui est revenue, de plus en plus insistante. Après une semaine de réflexion et de tourments intérieurs, j'ai pris ma décision. J'ai appelé Maître Beaumont. « Je veux rencontrer Sophie », ai-je dit sans préambule. « Peux-tu arranger cela ?» Il y a eu un silence stupéfait à l'autre bout de la ligne. « Êtes-vous sûre, Madame Moreau ? Ce sera difficile. J'en suis sûre. Je dois la voir, la connaître, comprendre. Cette partie de Bernard que je n'ai jamais connue. » 2 semaines plus tard, j'étais assise à une table dans un petit café près de la place des Vosges, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne sorte de ma poitrine. J'avais choisi ce lieu neutre, loin de ma maison, loin des souvenirs de Bernard. J'avais passé des heures à me préparer, changeant de tenue plusieurs fois, arrangeant et réarrangeant mes cheveux, me demandant quelle impression je ferais sur cette jeune femme qui ne savait probablement même pas qui j'étais. À 13 heures précises, elle est entrée dans le café. Je l'ai reconnue immédiatement, bien qu'elle soit plus âgée que sur la photo. Grande et élancée comme Bernard, avec ses yeux, son front, quelque chose dans sa démarche qui était indéniablement lui. Elle portait une robe simple mais élégante et ses cheveux bruns étaient attachés en une queue de cheval décontractée. Elle m'a repéré. Maître Beaumont lui avait décrit comment me reconnaître et s'est dirigé vers ma table. Son expression était un mélange de curiosité, d'appréhension et de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Madame Moreau » a-t-elle demandé, sa voix douce mais assurée. « Oui » ai-je répondu, tentant de contrôler le tremblement dans ma propre voix. « Et vous êtes Sophie » Elle a hoché la tête et s'est assise en face de moi. Pendant un long moment, nous nous sommes simplement regardés, chacune évaluant l'autre, cherchant des traces de Bernard, cherchant des réponses à des questions que nous n'osions pas encore poser. « Je ne savais pas » ai-je finalement dit. « À propos de vous, de votre mère, je viens de l'apprendre. » Sophie a hoché la tête, ses yeux, les yeux de Bernard, pleins de compréhension. « Je sais, maman me l'a dit. Elle a toujours été honnête avec moi à ce sujet. Elle m'a dit que vous étiez la femme légitime de papa, que votre mariage était bien antérieur à leur rencontre et que nous devions respecter cela.
Papa, ai-je répété, le mot résonnant étrangement. Bernard était un bon père pour vous. Un sourire doux a éclairé son visage, le meilleur qu'il pouvait être dans les circonstances. Il venait nous voir quand il le pouvait. Pas aussi souvent que je l'aurais souhaité quand j'étais enfant, mais je comprenais. Il était toujours présent pour les moments importants, mes anniversaires, mes diplômes. Il m'appelait plusieurs fois par semaine et il m'écrivait des lettres, de longues lettres magnifiques sur la vie, l'amour, ce qui comptait vraiment, des lettres. Bernard m'écrivait aussi des lettres quand nous étions jeunes. Des lettres passionnées, poétiques, pleines de promesses et de rêves. Cette part de lui, au moins, avait été authentique. Comment s'est-il passé? Je veux dire, quand il est mort, j'ai posé la question qui me torturait depuis que j'avais découvert leur existence. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Nous l'avons appris par le journal, l'annonce de son décès. Maman a essayé d'appeler son bureau, mais on lui a dit qu'il était décédé. Nous n'avons pas pu assister aux funérailles. Nous savions que ce ne serait pas approprié, que cela vous ferait du mal et créerait un scandale. Alors nous avons fait notre propre petite cérémonie, juste maman et moi. L'image de ces deux femmes, pleurant Bernard en secret, a fait quelque chose à mon cœur. Elles aussi avaient souffert de sa perte. Elles aussi avaient dû faire leur deuil en silence, sans la reconnaissance sociale, sans le soutien que j'avais reçu. « Je suis désolée », ai-je dit, surprenant Sophie et moi-même. « Je suis désolée que vous n'ayez pas pu lui dire au revoir correctement. » Elle a tendu la main et a touché la mienne. Un geste si simple mais si profondément humain. Ce n'était pas votre faute, Madame Moreau. Vous ne saviez pas. Et je suis désolée aussi. Désolée que papa vous ait caché une si grande partie de sa vie. Désolée pour la douleur que vous devez ressentir maintenant. Nous avons parlé pendant des heures ce jour-là. Sophie m'a raconté son enfance, les visites occasionnelles mais significatives de Bernard. Comment il l'avait encouragée à devenir infirmière quand elle avait montré un intérêt pour aider les autres. Elle m'a parlé de sa mère, Claire, qui n'avait jamais cherché à briser notre mariage, qui avait accepté les conditions de leur relation. Elle l'aimait vraiment, a dit Sophie, et elle savait qu'il vous aimait aussi. Elle disait toujours que le cœur est capable d'aimer de différentes manières, que l'amour n'est pas une ressource limitée qui s'épuise quand on la partage. Des paroles sages, même si elles étaient difficiles à accepter pour moi à ce moment-là. À la fin de notre rencontre, j'ai fait quelque chose d'impulsif, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire quelques heures auparavant. Sophie, j'ai créé une fondation au nom de votre père. Elle aide les personnes âgées victimes de maltraitance familiale. Étant donné votre profession et votre connexion avec Bernard, je me demandais si vous seriez intéressé à y travailler avec moi. Ses yeux se sont agrandis de surprise. Vous voudriez que je travaille avec vous, même après tout ce que vous avez appris? J'ai hoché la tête, soudain certaine de ma décision. Oui, vous êtes la fille de Bernard. Vous avez son intelligence, sa compassion, et vous connaissez bien les besoins des personnes âgées grâce à votre travail. La Fondation pourrait bénéficier de quelqu'un comme vous. Elle a réfléchi un moment, puis a souri. J'aimerais beaucoup cela, Madame Moreau, vraiment beaucoup. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. La trahison de Bernard faisait toujours mal, mais elle était maintenant accompagnée d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau respect pour la complexité de la vie et de l'amour. Et surtout, j'avais trouvé en Sophie quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Un nouveau lien avec Bernard, une façon de continuer sa mémoire qui n'était pas entachée par les manipulations de Thomas. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. Sophie a accepté un poste de consultante à la Fondation, faisant la navette entre Lyon et Paris. Elle a apporté une expertise précieuse, une perspective fraîche et une énergie qui a dynamisé notre équipe. Ses idées pour des programmes spécifiques, un service d'accompagnement pour les rendez-vous médicaux, un système de grands-parents adoptifs pour les personnes âgées isolées, étaient brillantes et pratiques. Plus je travaillais avec elle, plus je découvrais les qualités de Bernard en elle. Sa créativité, son intelligence pragmatique, sa capacité à mettre les gens à l'aise. Mais elle avait aussi ses propres qualités uniques, une patience que Bernard n'avait jamais eue, une douceur qui lui était propre. Un jour, environ 2 mois après notre première rencontre, Sophie m'a invitée à déjeuner dans un petit restaurant près du bureau de la Fondation. « J'ai quelque chose à vous demander », a-t-elle dit, après que nous ayons commandé.
Ma mère aimerait vous rencontrer. Elle comprendra si vous refusez, bien sûr. Mais elle dit qu'elle a des choses qu'elle aimerait vous dire en personne. J'ai été surprise par cette demande. Rencontrer l'autre femme de Bernard, celle avec qui il avait partagé une vie parallèle pendant des décennies, l'idée semblait surréaliste. Mais d'un autre côté, n'était-ce pas une occasion unique de comprendre une autre dimension de l'homme que j'avais aimé pendant presque toute ma vie adulte? D'accord, ai-je dit, surprenant Sophie et moi-même. J'aimerais la rencontrer aussi. 2 semaines plus tard, Claire Valmont est venue à Paris. Nous nous sommes rencontrés dans un petit salon de thé discret dans le Marais. Elle était comme sur la photo, élégante, avec une grâce naturelle, des yeux intelligents et un visage qui avait bien vieilli. Nous devions avoir à peu près le même âge, mais elle paraissait peut-être un peu plus jeune, moins marquée par les récentes épreuves. « Madame Moreau ?» a-t-elle dit en me tendant la main. « Merci d'avoir accepté cette rencontre. Je sais que cela ne doit pas être facile pour vous. »« Appelez-moi Colette », ai-je répondu, serrant sa main. « Et non, ce n'est pas facile. Mais je pense que nous avons beaucoup à nous dire. Nous avons passé l'après-midi à parler, à échanger nos histoires, nos visions de Bernard. J'ai appris comment ils s'étaient rencontrés lors d'un voyage d'affaires à Lyon, alors que Claire travaillait comme secrétaire dans l'entreprise avec laquelle il négociait. Comment leur relation avait commencé comme une simple attirance, puis s'était transformée en quelque chose de plus profond. Comment il lui avait dit dès le début qu'il était marié et ne divorcerait jamais, mais qu'il l'aimait néanmoins. Comment elle avait accepté ses conditions, ne voulant pas briser notre famille, mais ne pouvant pas non plus renoncer à lui. « Je ne vous demande pas de me pardonner, » a-t-elle dit. « Ce que nous avons fait n'était pas correct envers vous, mais je voulais que vous sachiez que Bernard vous aimait vraiment. Il parlait toujours de vous avec respect et affection. Notre relation n'était pas basée sur un rejet de vous, mais sur quelque chose de différent, quelque chose qui existait parallèlement à ce qu'il partageait avec vous. » Ces paroles, bien que difficiles à entendre, m'ont apporté un étrange réconfort. L'amour de Bernard pour moi n'avait pas été un mensonge. Il avait été réel, même s'il avait été incomplet, même s'il avait coexisté avec autre chose. « Sophie m'a dit que vous l'avez invité à travailler dans votre fondation, » a continué Claire. « C'est incroyablement généreux de votre part, plus que nous ne méritons. Sophie est extraordinaire, » ai-je répondu. « Elle a la bonté de Bernard, son intelligence, et elle est exactement ce dont la fondation a besoin. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la reconnaissance de sa valeur. » Claire a souri, des larmes brillant dans ses yeux. « Vous êtes une femme remarquable, Colette. Bernard avait raison à votre sujet. Il disait toujours que vous étiez la personne la plus forte qu'il connaissait, même si vous ne le saviez pas vous-même. » Ces mots, presque identiques à ceux que Maître Beaumont avait prononcés, m'ont frappé profondément. Bernard avait vu en moi une force que je n'avais reconnue que récemment, et il avait dit la même chose à ces 2 femmes différentes dans sa vie. Peut-être était-ce vrai, peut-être avais-je toujours été plus forte que je ne le croyais, et peut-être que cette force m'avait finalement permis non seulement de me libérer de la maltraitance de Thomas, mais aussi d'accepter cette révélation sur Bernard avec une ouverture d'esprit que je n'aurais jamais cru possible. Quand Thomas a appris pour Sophie et son nouveau rôle dans la fondation, il a été furieux. Il m'a appelé, criant au téléphone sur la façon dont j'avais remplacé mon propre fils par « la bâtarde de papa ». « Tu as choisi une étrangère plutôt que ta propre famille » a-t-il hurlé. « Non, Thomas » ai-je répondu calmement. « J'ai choisi quelqu'un qui partage mes valeurs, qui respecte les autres, qui comprend ce que signifie prendre soin des plus vulnérables. Si tu partageais ces qualités, cette conversation serait très différente. » Il a raccroché, bien sûr, mais quelque chose dans mes paroles doit l'avoir touché, car 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de lui. Une lettre qui n'était pas une demande d'argent, pour une fois, mais une réflexion hésitante sur sa vie, ses choix, sa relation avec moi. Il y admettait avoir été influencé par Sylvie, mais reconnaissait que cela n'excusait pas son comportement. Il terminait en disant qu'il aimerait peut-être un jour, quand il se sentirait prêt, me rencontrer pour parler. Ce n'était pas une réconciliation, pas encore, mais c'était un début. Une minuscule graine qui pourrait, avec le temps et les soins appropriés, germer en quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, 6 mois après avoir confronté Thomas et Sylvie avec la vérité sur l'héritage de Bernard, ma vie est méconnaissable par rapport à ce qu'elle était. La Fondation Bernard Moreau est en pleine expansion
aidant des dizaines de personnes âgées à retrouver leur dignité et leur autonomie. Sophie est devenue une collaboratrice précieuse et une amie chère. J'ai même rencontré Claire à plusieurs reprises, développant une relation complexe mais respectueuse. Jacques et moi continuons à nous voir régulièrement. Notre relation a évolué en quelque chose de doux et de réconfortant. Pas un grand amour passionné comme celui que j'ai partagé avec Bernard, mais une compagnie agréable, un soutien mutuel, une affection tranquille qui convient parfaitement à cette phase de nos vies. Je voyage plus que je ne l'ai jamais fait. J'apprends de nouvelles choses, la photographie, le piano, même un peu d'informatique grâce à Émilie qui est patiente avec son ancêtre technologique, comme elle m'appelle affectueusement. Et parfois, quand je suis seule sur ma terrasse le soir, regardant les étoiles briller au-dessus de Paris, je parle encore à Bernard. Je lui raconte ma journée, mes découvertes, mes réflexions. Je lui parle de Sophie, de la façon dont elle lui ressemble quand elle sourit. Je lui dis que je comprends maintenant, même si cela fait encore mal parfois, que le cœur humain est complexe, capable d'amours multiples et contradictoires. À 67 ans, j'ai découvert que la vie ne suit pas toujours le chemin que nous avions imaginé, que les personnes que nous aimons peuvent nous décevoir profondément et nous surprendre merveilleusement, que la force vient souvent quand nous en avons le plus besoin, émergeant des endroits les plus inattendus en nous-mêmes. Et surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour commencer une nouvelle vie, jamais trop tard pour se réinventer, jamais trop tard pour transformer la douleur en objectif, la trahison en compréhension, la perte en gain. Je suis Colette Moreau, j'ai 67 ans et ma vie ne fait que commencer. Cette histoire, mon histoire, est celle d'un parcours de renaissance à un âge où beaucoup pensent que la vie est derrière eux. Je m'appelle Colette Moreau et à 67 ans, j'ai découvert que la vie peut encore réserver d'incroyables surprises, tant douloureuses qu'extraordinaires. Quand mon mari Bernard est décédé, j'ai cru que ma vie était terminée. Puis, lorsque mon fils Thomas et ma belle-fille Sylvie ont emménagé chez moi, j'ai pensé naïvement que c'était un acte d'amour. Je ne savais pas encore que je m'engageais dans une descente aux enfers, faite d'humiliations quotidiennes, d'isolement progressif et de manipulation psychologique. Combien de personnes âgées vivent cette réalité en silence, convaincues dès qu'elles le méritent, qu'elles sont devenues un fardeau, qu'elles n'ont plus le droit d'exister pleinement. Ce soir fatidique où Thomas m'a hurlé d'éteindre la télévision, m'appelant « vieille garce », a été le point de rupture. Ces mots cruels sont devenus, paradoxalement, le catalyseur de ma libération. Car ce qu'il ignorait, c'est que quelques heures plus tôt, j'avais appris que Bernard m'avait tout laissé. La maison, les propriétés, les investissements, plus de 8 millions d'euros de patrimoine. J'ai trouvé la force de confronter mon propre fils, de lui montrer la porte, de reprendre possession de ma vie. Cette force, Bernard la voyait en moi depuis toujours, même quand je ne la voyais pas moi-même. Peut-être savait-il qu'un jour, j'en aurais besoin. Le plus surprenant dans cette renaissance n'a pas été la découverte de ma fortune, mais celle de ma propre valeur. J'ai redécouvert le plaisir des petites choses, préparer un repas sans être critiqué, écouter de la musique quand je le souhaite, inviter des amis sans avoir à demander la permission. J'ai renoué avec Juliette, ma meilleure amie de toujours. J'ai découvert en Jacques, mon voisin, un compagnon attentionné qui m'a rappelé que la tendresse peut exister à tout âge. Puis est venue la révélation qui aurait pu me briser à nouveau, la découverte que Bernard avait une autre famille, une autre femme nommée Claire et une fille, Sophie. J'aurais pu me laisser submerger par l'amertume, me replier sur la trahison. Au lieu de cela, j'ai choisi la compréhension. J'ai rencontré Sophie, cette jeune femme extraordinaire qui avait les yeux de son père et son intelligence, mais aussi une compassion qui lui était propre. En créant la Fondation Bernard Moreau pour aider les personnes âgées victimes de maltraitance, j'ai transformé ma douleur en un objectif plus grand que moi. Et en invitant Sophie à y travailler avec moi, j'ai créé un lien nouveau, inattendu, avec une partie de Bernard que je n'avais jamais connue. Quant à Thomas, notre relation reste compliquée. Sa lettre récente me donne un fragile espoir que peut-être, avec le temps, nous pourrons reconstruire quelque chose, non pas basé sur l'argent ou la culpabilité, mais sur un respect mutuel que nous n'avons jamais vraiment partagé. Ce que je veux que vous reteniez de mon histoire, c'est ceci.
Votre valeur ne diminue pas avec l'âge. Vos droits ne disparaissent pas quand vos cheveux deviennent blancs. Votre voix mérite d'être entendue, peu importe les années qui passent. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer, pour découvrir en soi une force qu'on ne soupçonnait pas. Si vous êtes comme moi, si vous avez senti votre dignité s'éroder sous les critiques constantes, si vous avez été réduit au silence dans votre propre maison, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous méritez mieux, que vous avez le droit de dire non à la maltraitance, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa source. Je vous regarde maintenant à travers cet écran et je me demande, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Avez-vous vécu une situation similaire ou connaissez-vous quelqu'un qui la vit actuellement? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être la lumière qui guide quelqu'un d'autre hors des ténèbres. Réaliser ces vidéos pour le canal Souvenirs de grand-mère demande beaucoup de courage, de temps et de ressources. Chaque histoire que nous partageons est le fruit d'un travail minutieux, d'entretiens approfondis, d'un montage soigné. Si mon récit vous a touché, si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes à trouver leur propre courage, je vous invite à montrer votre soutien de plusieurs façons. D'abord, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous donnons la parole à des personnes âgées dont les histoires sont souvent négligées, ignorées, oubliées, des histoires de résilience, de renaissance, de dignité retrouvée. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de ces précieux témoignages. Ensuite, laissez un j'aime à cette vidéo. Ce simple geste nous aide à atteindre plus de personnes, à amplifier notre message, à briser le silence qui entoure trop souvent la maltraitance des personnes âgées. Vos commentaires sont également inestimables. Ils créent une communauté de soutien, un espace où chacun peut partager son vécu, ses conseils, son espoir. Ils me permettent aussi, à moi, Colette, de me sentir entendue, de savoir que mon histoire résonne en vous, qu'elle n'a pas été partagée en vain. Je vous encourage également à explorer les autres vidéos de notre chaîne. Vous y découvrirez des récits tout aussi poignants, celui de Maurice, qui a retrouvé sa passion pour la peinture à 75 ans, après des décennies de sacrifices pour sa famille, celui de Jeanne, qui a quitté un mariage abusif à 80 ans, celui de Robert, qui a créé une communauté de seniors après avoir été abandonné par ses enfants. Si vous le pouvez, considérez faire un don via la fonction « Merci » de notre chaîne. Chaque contribution, même modeste, nous aide à couvrir les frais de production, à améliorer la qualité de nos vidéos et surtout, à produire davantage de contenu quotidiennement. Votre soutien financier est ce qui rend possible notre mission de donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence trop longtemps. Sachez que chaque euro reçu est investi directement dans la création de nouvelles vidéos, dans la recherche de nouvelles histoires, dans l'amélioration constante de notre travail. C'est grâce à votre générosité que nous pouvons continuer à étendre notre portée, à toucher plus de vies, à changer plus de destins. En partageant cette vidéo avec vos proches, vous devenez également un ambassadeur de notre cause. Vous contribuez à sensibiliser votre entourage, à ouvrir les yeux sur une réalité trop souvent cachée derrière les portes closes des maisons familiales. N'oubliez jamais que derrière chaque personne âgée se cache une vie entière d'expérience, de lutte, d'amour et d'apprentissage. Traiter nos aînés avec dignité et respect n'est pas seulement une obligation sociale, c'est une reconnaissance de la valeur inestimable qu'ils représentent. Ma propre histoire, de victime à protagoniste de ma propre vie, ne fait que commencer à 67 ans. Et chaque jour, je remercie le ciel pour l'opportunité de partager mon expérience et peut-être d'inspirer des changements dans la vie d'autres personnes. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère vous retrouver dans les commentaires et dans une prochaine vidéo sur Souvenirs de grand-mère. D'ici là, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer, pour se valoriser, pour vivre avec dignité et détermination. Et jamais, au grand jamais, trop tard pour être heureux.